Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présents à notre événement. Nous sommes ravis de vous rencontrer, même si c'est virtuel. En tout cas, nous sommes ravis de vous rencontrer pour échanger sur les nouvelles tendances de consommation sur le marché automobile. Et avant de démarrer, je vous propose de faire un rapide tour de table afin de présenter en fait nos différents intervenants. Donc je laisse la parole à Faiza. Donc bonjour, je reprends. Faiza Boufroura, directrice Data et Analytics au sein de 3A Data depuis à peu près 5 ans, si ce n'est 6. Bonjour. Je donne la parole à Nicolas. Responsable intelligence marché et également depuis 6 ans à ce poste. Et Nicolas Rotti, donc Data Scientist chez 3A Data depuis 4 ans. Et moi-même, donc Patricia Renaud, directrice commerciale et marketing de 3A Data depuis 7 ans. Je vous rappelle également que nous sommes en mode écoute, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez poser toutes vos questions en fait tout au long de la présentation par chat. On vous répondra en direct. Néanmoins, nous aurons l'occasion de faire à la fin de cette présentation une session de questions-réponses. Au cours de cet événement, nous allons aborder 2 points majeurs. L'analyse marché, une analyse marché sur laquelle nous reviendrons finalement sur les différents éléments conjoncturels, structurels qui ont façonné le paysage automobile, mais aussi sur l'impact de ces éléments sur le comportement d'achat des consommateurs jusqu'à la prescription que nous sommes en mesure de vous proposer. Très rapidement et en 2 mots, qui sommes-nous ? 3A Data est le leader et le référent de la donnée automobile valorisée par l'approche du consommateur. Et avec une expertise forte et reconnue sur l'analyse du marché automobile. 2015, c'est une année de transformation pour nous, puisqu'on a adopté en fait des nouvelles technologies autour de la big data, mais aussi par l'intégration de nouvelles ressources, marketing, digital, mais aussi en data science, de manière en fait à développer des nouveaux services autour du client automobile et plus largement autour du consommateur. Car n'oublions pas, finalement, un possesseur de véhicule, on est parti de ce postulat, un possesseur de véhicule, pour nous, c'est avant tout un consommateur. Et cette approche, finalement, nous permet de développer d'autres services pour d'autres secteurs d'activité, mais également beaucoup plus éloignés que l'automobile, comme le retail, par exemple, mais aussi le tourisme. Tous nos services, toute notre intelligence repose sur notre référentiel de données, qui est constitué vraiment de trois types de données. Donc, les données qui sont issues du SIV, je pense que vous connaissez tous, la base parc constituée de 39 millions de véhicules, mais aussi des référentiels techniques, et enfin, très récemment, d'un référentiel marketing, au travers de notre mégabase multicanal. Et l'ensemble de ces référentiels nous permet d'obtenir finalement une vision à 360 degrés du consommateur. Ce qui nous permet finalement d'identifier son style de vie, ses affinités, mais aussi de suivre son parcours d'achat automobile, mais également en dehors de l'automobile. Et c'est ça qui est très important en fait. Je laisse à présent la parole à Marie-Laure. Rebonjour à tout le monde. Moi, je vous propose de passer en revue les événements passés et actuels qui sont en train de modifier le rapport à l'automobile pour les acheteurs. Donc, premièrement, petit rappel, 6 années de croissance ininterrompue pour le marché de la voiture neuve de 2014 à 2019, avec une croissance moyenne de 4% par an, et un pic de 2,2 millions de voitures neuves vendues en 2019. Deuxièmement, on peut dire que ces performances ont été soutenues d'une certaine façon par le bonus et la prime à la conversion. 1 million de voitures, on va dire polluantes, ont été troquées pour des véhicules propres. Les primes ont atteint jusqu'à 3 100 € pour l'achat d'un véhicule électrique et jusqu'à 2 200 € en moyenne pour un achat de véhicule thermique. Troisièmement, c'est 2020, la crise sanitaire, là où tout bascule, le confinement, le marché des voitures neuves
tombe à moins 25%. C'est un fait exceptionnel. La production mondiale tourne au ralenti. C'est la fermeture des usines en Asie, la crise des semi-conducteurs, auquel s'ajoute la guerre en Ukraine qui va avoir un impact sur le prix des matières premières et de l'énergie. Sur le marché automobile, la conséquence, c'est la pénurie des voitures neuves, l'allongement des durées des délais de livraison. Et donc, en corollaire, les acheteurs se reportent en partie sur le marché de véhicules d'occasion. En 2021, ce marché atteint un niveau record avec 6 millions de transactions. C'est un ratio VOVN qui monte jusqu'à 4 contre 3 auparavant. Quatrième fait, du côté des prix, cette année, vous l'avez observé comme moi, on a une inflation rampante à 5,2% selon l'INSEE en mesure annuelle. Pour les automobilistes, ce qui est le plus caractéristique, c'est vraiment la flambée des prix des carburants à plus de 2 € le litre, et ça se maintient. Donc, ils ont un sentiment tout à fait réel d'un appauvrissement, d'une détérioration de leur pouvoir d'achat. Ils vont être peut-être en mesure de différer leurs achats ou de faire des arbitrages entre leurs différentes consommations. Et depuis 2020, les zones à faible émission mobilité sont rentrées en vigueur dans une majorité de grandes villes. Ça veut dire troquer des véhicules polluants pour des véhicules propres, notamment électrifiés, pour viser à renouveler le parc de véhicules circulants. Mais les voitures électrifiées sont encore à un prix plus élevé que les véhicules thermiques. Et les voitures, d'une façon générale, leur prix avait déjà bien augmenté sous l'effet des réglementations européennes, de la norme anti-pollution, de la sécurité, de l'électrification et toujours plus de connectivité. Par conséquent, le leasing est devenu, on va dire, une solution pour pouvoir rouler en voiture neuve et propre sans entamer son épargne ou si on n'en a pas encore les moyens. Donc un véhicule sur deux en 2002 est acquis via le leasing. Et je voulais aussi souligner le fait que le leasing peut montrer aussi une appétence pour les services, puisque outre le financement, il y a de nombreux services autour du leasing. Enfin, cinquième élément, il s'agit d'observer un peu ce qui se passe dans les autres secteurs de consommation et qui peuvent avoir à terme un impact sur le comportement des acheteurs de véhicules, comme par exemple l'essor de l'e-commerce en 2021, plus 15% selon la Fédération de l'e-commerce et des ventes à distance. On a une autre tendance, c'est la seconde main qui est une tendance consommation forte en ce moment. Et également, on peut parler de l'essor du digital qui a permis la montée en puissance des nouvelles mobilités telles que le covoiturage, telles que l'autopartage. Donc ça, c'est des tendances fortes qui peuvent se transférer aux consommateurs, aux acheteurs de voitures. Donc le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations plus que jamais, et tous ces événements sont de nature à modifier, à impacter le comportement des acheteurs de voitures. Le rapport à la voiture change. C'est ce qu'on va vous présenter plus en détail avec Faiza et Nicolas. Rebonjour, pardon, et merci Marie-Laure surtout. Cette période est donc mouvementée. Elle bouscule l'écosystème par la complexité du marché. Les facteurs, les dimensions sont multiples et les changements observés sont à la fois économiques, technologiques,
sociaux. J'ai vu sur le chat tout à l'heure, effectivement, le télétravail, évidemment, bien entendu, nous devons faire face à de nombreux bouleversements. Si je reprends les faits saillants énoncés par Marie-Laure, nous avons donc le record des immatriculations VPO, la propagation des ZFE, donc induisant l'électrification, l'augmentation du leasing, et enfin, l'enjeu fort du pouvoir d'achat qui va être le thème central et transverse à toutes ces problématiques. Ces mutations, ces transformations de comportement sont retranscrites implicitement ou explicitement dans nos bases de données. Nous allons, grâce à des exemples, puisqu'on va rentrer concrètement dans les comportements de nos individus et des citoyens, on va donc observer et voir comment nous utilisons nos données sources, nos données valorisées pour repérer les évolutions du rapport au véhicule. Alors on va travailler sur 3 axes qui vont être connectés interdépendants. C'est-à-dire qu'on va regarder un axe citoyen en premier lieu, qui va s'appuyer sur la géographie, le sociodémo et l'immobilier. Un axe acheteur-consommateur, où on va regarder l'achat. Alors l'achat en leasing, l'achat en prix du neuf, l'achat via des comportements d'achat et notre segmentation overview, et enfin l'axe conducteur, c'est-à-dire le véhicule, sa mobilité bien entendu, et le corollaire qui est la ZFE, puisque la propagation des ZFE aujourd'hui a un vrai impact et un vrai corollaire sur les observations et sur les changements de comportement. Donc l'analyse de ces éléments va donc faire ressortir un certain nombre de signaux, mais des signaux comme l'essor en fait des nouvelles énergies par exemple, comme l'essor de nouvelles pratiques, comme la hausse des VAE et des rétrofits électriques par exemple, la 2 chevaux qui aujourd'hui revient en termes d'immatriculation avec des batteries. C'est ce qu'on peut observer, donc ça s'appelle des signaux faibles aujourd'hui, néanmoins c'est quelque chose qui commence à avoir et à être observé. Donc je vais laisser Nicolas détailler tout ça effectivement au travers de territoires et au travers d'exemples concrets. Il va donc mettre en application cette richesse d'informations. Oui. Alors merci Faiza. Alors effectivement, nous allons décliner donc ces profils acheteurs sur 4 territoires, 4 communes plus précisément. Donc ça va nous permettre de montrer que la vitesse de propagation des phénomènes, elle est différente selon les zones observées. Alors on a choisi 4 zones illustrant 2 enjeux majeurs qui ont marqué le secteur ces 5 dernières années. Donc l'électrification des parcs et le pouvoir d'achat. On a choisi Boulogne-Billancourt, qui est une commune un peu plus aisée que les autres et qui est une zone à faible émission depuis 2021. Villeneuve-la-Garenne, qui est elle aussi dans la même zone à faible émission que Boulogne et qui est une commune plus modeste. Une commune dite intermédiaire, avec une répartition hétérogène du pouvoir d'achat, et qui sera, elle, zone à faible émission en 2022, en septembre 2022 plus précisément. Et on a une commune témoin, sans zone à faible émission, mais qui a un statut particulier car elle est côtière. C'est Saint-Jean-de-Mont. Alors, pour revenir au profil citoyen, on observe une même dualité en termes de genre. Donc, on a environ 70% des acheteurs de véhicules en 2021 qui sont des hommes dans toutes les communes. Par contre, on a un âge qui est très discriminant. On a à gauche Boulogne et Saint-Jean-de-Mont qui sont plus âgés que la moyenne, que les autres communes, Villeneuve-la-Garenne et Villeurbanne. C'est pourquoi c'est important de regarder localement pour bien apprécier les différences existantes entre ces territoires. Et donc pour approfondir et s'imprégner du cadre de vie des habitants de ces communes, on va observer le dynamisme immobilier également. Donc le profil sur la segmentation immobilière. Donc Nicolas s'est appuyé, nous sommes appuyés sur des territoires d'intérêt. Je vais passer rapidement, car ce n'est pas l'objet de ce webinaire, sur la segmentation immobilière. Néanmoins, comme nous nous sommes appuyés sur ces éléments-là, je vais donc juste vous donner quelques clés de lecture, notamment sur la construction fine de cette segmentation. On a développé une segmentation immobilière de territoire. Donc notre conviction est forte. C'est une connexion et un parallèle entre l'immobilier et l'automobile, qui va se matérialiser au travers du cycle des décisions, par exemple, au travers de la saisonnalité, ou encore de nombreux autres ponts qu'on a pu regarder. Ce sont donc 2 des plus grands postes de dépenses d'un foyer. C'est la raison pour laquelle on a tenu effectivement à s'appuyer, à concrétiser cette segmentation et à s'appuyer dessus. Donc on va prendre un exemple, je vais surfer sur l'actualité, et notamment sur les paroinciaux. Alors les paroinciaux, ce sont les Parisiens qui vont en province. Donc si on regarde clairement en haut à
droite de l'écran, on a le segment 11. Le segment 11 est donc la zone tendue et agglomération. C'est donc Paris, par exemple. C'est donc en fait des agglomérations, des appartements, un trafic fort et une agglomération plutôt dense avec énormément d'habitants au mètre carré. Donc l'idée qu'on va voir apparaître, enfin l'idée même effectivement le phénomène qu'on commence à observer, c'est la migration, l'exode de ces segments 11 vers un segment qui pourrait être qui pourrait être le segment 8 par exemple, et notamment le segment qui s'intitule donc zone dynamique et petit coin de jardin, qui permet effectivement aux Parisiens d'avoir un peu plus d'espace sur une commune un peu moins urbaine, c'est l'axe des abscisses, et avec des prix au mètre carré un peu moins élevés, c'est l'axe des ordonnées, qui nous permet effectivement d'identifier et de mapper tous les segments qu'on a construits. Donc, sur l'axe des abscisses, on a donc le prix au mètre carré, et sur l'axe des ordonnées, la ruralité ou l'urbanisation du segment. Et donc là, on va voir probablement, et on va observer probablement dans ces prochains mois ou ces prochaines années, des migrations et des exodes des segments 11, 9, vers d'autres segments un peu plus ruraux. Et c'est ce qu'on va observer au fil des années. Néanmoins, la segmentation, c'est donc un des éléments qui va pouvoir et qui va permettre à Nicolas de continuer les exemples concrets sur le reste des territoires d'intérêt. Oui, donc si on fait l'exercice de projeter nos communes d'intérêt, on va trouver du coup la commune qui est la plus rurale à peu près au milieu, Saint-Jean-de-Mont. Il est intéressant de voir que c'est également une commune privilégiée par les personnes retraitées, sûrement la proximité de la côte. Et les 3 autres communes qui sont plus urbaines, elles vont se distinguer entre elles par la valeur des biens immobiliers qui la composent. Donc on a Boulogne qui est en haut avec des prix au mètre carré élevés, qui est majoritairement en zone tendue. Villeurbanne avec des prix au mètre carré un peu plus intermédiaires, où on va trouver des quartiers dynamiques en centre-ville. Et Villeneuve-la-Garenne avec des prix au mètre carré assez bas et des logements plus modestes. Donc voilà, on en a fini avec cette partie. On a dressé un premier portrait assez commun des 4 communes. Cet exercice, nous le réalisons assez régulièrement pour nos clients. On va pouvoir par exemple réaliser des études de profit pour des marques particulières de véhicules. On va aussi appréhender le cadre de vie des habitants au sein d'une zone de chalandise, par exemple, et on va pouvoir suivre ce cadre de vie. Comme on va le voir à l'écran, on va s'attacher à étudier les typologies de consommation. Donc pour rappel, les tendances de consommation évoquées par Marie-Laure, c'est un marché du véhicule neuf qui est en baisse, au contraire le marché de l'occasion qui est en hausse. On a des voitures neuves qui sont de plus en plus chères à l'achat et un leasing qui prend de l'ampleur. Donc si on s'attache à chiffrer justement ces phénomènes, donc on va bien constater que pour toutes les communes d'intérêt, en tout cas, le taux de voitures neuves est assez faible, donc il ne dépasse jamais 25%. La commune qui a le taux le plus élevé, c'est Boulogne-Billancourt. Donc pour rappel, c'est la commune avec le pouvoir d'achat le plus élevé. Mais c'est aussi dans cette commune qu'on va constater la baisse la plus importante de cette part, moins 5 points contre 2015. Alors si on continue de se concentrer sur les prix sur les véhicules neufs, on constate que les prix moyens sont assez élevés, entre 24 000 € pour Villeurbanne et 31 000 € en moyenne pour Boulogne-Billancourt. On va aussi constater que ces tarifs sont vraiment en hausse, donc entre 3 et 4 500 € entre 2015 et 2021. Et ensuite, on a vraiment le recours au leasing qui est une tendance forte et en nette augmentation par rapport à 2015. Alors en effet, pour compléter, l'augmentation du leasing est assez forte depuis quelques années dans l'automobile. Néanmoins, ce phénomène a été finalement observé à partir des années 2000 sur le passage de la propriété à la non-propriété, puisque on a subi une crise finalement financière dans ces années-là. Et donc, on a amorcé finalement ce virage, et dans l'automobile, c'est arrivé un petit peu plus tard. À titre d'exemple, si on prend les hédonistes, on voit bien qu'il y a un vrai changement de comportement en fait sur la consommation automobile, puisque les hédonistes, c'est plutôt des profils à fort pouvoir d'achat. Néanmoins, leur comportement a changé face à l'auto, puisque finalement, ces gens-là préfèrent affecter leur budget différemment en investissement dans l'immobilier, par exemple.
A contrario, les low budget sont très favorables à l'adhésion finalement du leasing, tout simplement parce qu'ils ont un pouvoir d'achat inférieur au reste de la population, mais le leasing leur permet également d'accéder à des véhicules plus haut de gamme que si ces personnes-là devaient souscrire un crédit plus classique ou devaient acheter leur véhicule en cash. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire le parallèle entre le comportement du consommateur automobile au travers de la segmentation et de pouvoir finalement identifier ces comportements-là par zone d'habitation finalement sur le territoire français. Ouais, donc merci Patricia. Donc Patricia a évoqué certains segments overview et justement on va aller un petit peu plus loin dans cette analyse. Donc overview, c'est une segmentation qui synthétise tous les comportements d'achat des individus. Très bien, donc de la même façon que la segmentation immobilière que je vous ai dressée et détaillée précédemment, je vais vous donner à nouveau des clés de lecture afin que vous puissiez comprendre le reste de la présentation. Nous l'avons construite statistiquement à l'aide de multiples données. Nous pouvons la visualiser simplement sur 2 axes, à l'instar de la segmentation immobilière. C'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, on va regarder la fréquence des achats. Sur l'axe des ordonnées, la fréquence des achats. Sur l'axe des abscisses, on aura le montant des achats. Donc clairement, par exemple, le primary needs, à gauche de votre écran, on va avoir des individus beaucoup plus jeunes que la moyenne qui consomment le véhicule comme outil nécessaire, c'est-à-dire avec un prix d'achat plutôt peu onéreux et une fréquence d'achat plutôt faible. À l'inverse, on va avoir les renters en haut à droite de votre écran, sur lesquels on a des individus qui consomment plutôt du service avec une forte appétence à la location, donc des véhicules beaucoup plus onéreux et une fréquence d'achat un peu plus élevée. Cette segmentation qui agrège une lecture de comportement neuf et occasion, puisque c'est bien ça l'idée, c'est qu'on va aller regarder non plus sous un seul prisme l'accès aux véhicules et le comportement d'achat des véhicules. On va aller agréger le neuf et l'occasion parce qu'on va voir beaucoup de mouvements au travers de l'occasion, permet de suivre les mutations et les tendances de fond qui ont été évoquées lors de l'analyse du marché par Marie-Laure. Et je vais donc laisser Nicolas reprendre et s'appuyer sur cette segmentation. Oui, donc on va faire le même exercice que pour la segmentation immobilière. On va projeter les communes sur ces axes. Donc on va voir Villeurbanne et Villeneuve-la-Garenne qui sont assez proches sur la gauche et Boulogne-Billancourt et Saint-Jean-de-Mont qui sont plus proches mais sur la droite. Alors l'avantage de cette segmentation est qu'on peut suivre les évolutions entre 2015 et 2021. Ainsi, on peut voir que les habitants de Villeneuve-la-Garenne sont partis de 2015 avec des segments plutôt primary needs et tendent désormais vers des segments plus low budget. Et Saint-Jean-de-Mont va tendre eux vers des segments plus runter, alors que Boulogne-Billancourt va tendre sur des segments aussi runter, mais tout en gardant leur surreprésentation sur les hédonistes. Je vais laisser Marie-Laure faire une petite analyse. Oui, je voulais juste ajouter que ces mouvements, ces changements sont à voir avec le renchérissement de prix des voitures et l'essor du recours au leasing, ce qui peut avoir un impact sur ces changements-là. Alors désormais, on va faire un zoom sur le conducteur. Donc la première question auquel on souhaitait répondre, c'est combien de véhicules on a par personne dans ces communes. Alors on va voir que dans les communes urbaines, donc on a moins d'un véhicule par habitant. Sans surprise, parce que dans ces communes, le réseau de transport en commun est plus dense que dans les autres. On a Saint-Jean-de-Mont, elle, qui a un nombre de véhicules par habitant supérieur à 1. Donc dans les véhicules, il faut le rappeler, on peut avoir tout type de véhicules immatriculés, du tracteur tondeuse au quad, en passant bien sûr par la voiture. Alors on avait un deuxième axe d'analyse qui était quel type de véhicule les personnes ont acheté. Là, on a fait un focus sur le 2 roues, et notamment pour voir qu'à Boulogne-Billancourt, on constate une part de 2 roues très élevée, donc 22%. Ça illustre ça peut illustrer en tout cas que c'est une commune plus embouteillée que les autres, où le 2 roues est un moyen d'aller plus vite sur les routes. Et désormais, je vais laisser la parole à Patricia pour parler d'une étude sur la mobilité qu'on a réalisée post-Covid.
Merci Nicolas. Donc en effet, on l'a souligné tout au long de cette présentation, il y a différents facteurs qui ont été évoqués qui contribuent finalement à la baisse du marché depuis 2020. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que le véhicule et la voiture a encore un très bel avenir devant elle. Post-Covid, on s'est attaché finalement aux différents comportements des consommateurs automobiles. Donc, on a réalisé une étude pour essayer de comprendre finalement les phénomènes de migration et surtout, on a essayé d'identifier l'appétence encore ou l'intérêt pour les déplacements au sens large dans la mobilité. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que 7 personnes sur 10 continue finalement à utiliser son véhicule, par rapport à d'autres moyens de transport, et on constate également une baisse finalement sur la fréquentation des transports en commun. Donc du coup, on s'est posé la question, pourquoi ? Très simplement, les Français, malgré cette baisse, ont un attachement très particulier et très fort à leur véhicule. Pourquoi ? Parce qu'en temps de crise, finalement, le véhicule est finalement le prolongement de soi. Donc, c'est un objet vraiment dans lequel on se sent bien et on se sent vraiment en sécurité. Donc on pense qu'en effet l'objet automobile est devenu finalement un objet essentiel pour pouvoir finalement continuer et poursuivre en fait nos déplacements. Et comme on l'a vu au travers des slides précédentes, le rapport à l'automobile change, ça c'est un fait. En revanche, elle reste encore très essentielle pour l'ensemble des déplacements. Et ça c'est important. Donc l'automobile, je dirais finalement que l'automobile n'est pas mort. Voilà. Alors nous avions un dernier axe d'analyse qu'on souhaitait analyser. Donc c'est le rapport du conducteur à l'énergie et aux émissions. Donc on l'a vu, Marie-Laure l'avait évoqué, il y a eu différentes politiques gouvernementales assez récemment, comme le prime à la casse et les bonus écologiques, qui ont fait reculer les émissions de CO2 de 11% en 6 ans. Et on constate sur cette même période qu'on a diminué le nombre de décibels de 2%. Donc les véhicules achetés sont donc de plus en plus silencieux. Côté énergie, nous souhaitions chiffrer la baisse du diesel sur tous les territoires. Donc là, effectivement, on la voit, elle est entre 10 et 15 points sur tous les territoires, entre 2015 et 2021. En vase communicant, on va avoir la hausse des véhicules électrifiés. Et on va voir justement que ce vase communicant, il est un peu moins visible sur Villeurbanne, où l'électrification est beaucoup plus faible que la baisse du diesel. Alors, sur cette ville de Villeurbanne, on peut voir que la baisse du diesel n'est pas entièrement compensée par l'augmentation d'achat des véhicules électrifiés. Donc, les reports se sont faits plutôt sur les véhicules thermiques, malgré le fait qu'en 2002, donc plutôt à partir de septembre, je crois, la zone de faible émission va entrer en vigueur. Elle n'est pas encore en cours. Et on va dire le réseau de bornes est en cours de développement. Ça peut expliquer ces résultats. Pour ce qui est des achats, par rapport aux vignettes critères des véhicules, ce que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, on pourrait imaginer qu'avec l'entrée en vigueur des ZFE, les véhicules les plus polluants, donc 4 et 5, ne devraient plus avoir de transactions ou très peu de transactions sur ce type de véhicule. Or, on voit sur certaines des communes qu'il y a encore des transactions sur ces véhicules très polluants. Donc c'est bien une question de pouvoir d'achat, de budget et d'usage qui priment par rapport à le respect de la réduction des émissions de gaz. Toute cette information dense dense et riche qu'on a pu vous montrer au travers des différents slides, nous avons voulu montrer aussi précisément que possible tous les leviers qui nous permettent aujourd'hui ou qui nous permettaient de suivre et enfin d'interpréter le marché, comme on a pu le voir. Cette information augmentée de la contextualisation d'autres données et de données à valeur nous amène à la connaissance. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on est parti de la data, évidemment, à la connaissance.
Et c'est suivre ces changements de paradigme où le consommateur reprend le pouvoir. Alors, ce n'est pas nouveau, bien entendu, hein, évidemment, mais aujourd'hui, il est prégnant et installé. Avant, tout secteur confondu, du luxe à la grande distribution, on avait un choix limité, on avait un catalogue, on avait du push marketing, on poussait le produit. Là, on le voit bien au travers de l'autopartage, on le voit bien au travers d'un certain nombre d'abonnements qu'on a pu voir pour les véhicules ou pour autres, qu'effectivement le paradigme a changé et qu'aujourd'hui c'est le souhait du consommateur qu'il faut prendre en compte. Le consommateur customiser son produit. Il va piquer ici et là les options et les éléments qu'il souhaite à son usage, parce que c'est bien ça aujourd'hui. Ce n'est plus un produit, c'est un usage de produit. Donc si on revient dans le secteur de l'auto, le conducteur, / le consommateur, / le citoyen réalise un achat individualisé. C'est bien ça. Le consommateur se réapproprie le choix du véhicule, le choix du financement, le choix de la durée de possession de son véhicule, de son énergie, et ainsi de suite. C'est vraiment un conducteur qui va personnaliser l'usage de sa voiture. Et on va, pour pouvoir le faire, s'appuyer sur des zones géographiques, des modes de financement, sur son âge, sur son pouvoir d'achat, et ainsi de suite. Si on voulait concrètement, effectivement, vous montrer quel était le nouveau rapport au véhicule, aujourd'hui, au sein de 3A, nous avons travaillé sur la recommandation et sur les moteurs de recommandation. Parce qu'il était important pour nous de recommander le meilleur véhicule au bon profil client selon son usage. Parce que c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, le paradigme change. Enfin, aujourd'hui, il s'est installé bien avant. Hein. C'est juste que là, on le sent beaucoup plus et on le voit bien au travers de tout ce qu'on a pu vous dérouler pendant ces 30 premières minutes. Donc effectivement, en avance de phase, on va proposer au client ce qu'il souhaite choisir et non lui pousser ce que nous avons produit. C'est bien ça la différence. Donc clairement, si on devait reprendre les territoires d'intérêt, notamment Boulogne-Billancourt, on prend un homme de 41 ans qui est hédoniste, qui possède une Toyota Prius. Ce qu'on va lui recommander aujourd'hui, c'est un groupe de véhicules. On ne va pas lui pousser un catalogue de produits, on va lui recommander, on va être en avance de phase, une Hyundai, une Lexus ou alors une Toyota Yaris Cross. Pour la commune de Saint-Jean-de-Mont, puisque localement, on va aller déterminer les changements de comportement, on l'a vu. L'homme a 60 ans, 62 ans, il est middle class ou hédoniste, il possède une Peugeot 3008 et on va lui proposer aussi un groupement de véhicules, donc une Peugeot 508, une Peugeot 5008 ou alors une DS7. Donc le meilleur véhicule adressé au bon profil, au bon moment, pour le bon usage. On avait le bon message au bon moment, là on a le bon produit au bon moment, c'est bien ça, en avance de phase. On propose au client ce qu'il souhaite choisir. Voilà la dernière recommandation et le nouveau rapport au véhicule. Merci, donc vous l'avez bien compris, hein, il y a vraiment un changement aussi des pratiques marketing, hein, c'est-à-dire que dans la prise en compte finalement du client, hein, de son comportement, mais aussi de sa connaissance, c'est important de mieux connaître son client, comme l'exposait Faiza au travers finalement du moteur de recommandation, c'est changer ses pratiques marketing et on va vraiment migrer on va passer vraiment d'un marketing de masse un marketing de la personnalisation, vraiment dans une logique CRM, c'est vraiment le bon message, le bon produit, le bon véhicule au bon moment et surtout à la bonne personne pour le bon usage. Et c'est ça qu'il faut retenir finalement de manière globale. Pour résumer, notre événement finalement touche à sa fin, on est dans les temps. On espère en tout cas que vous avoir apporté des nouveaux éléments de compréhension sur les nouveaux usages de consommation d'aujourd'hui, mais aussi de demain, autour du marché automobile. Ce qu'on constate, c'est qu'avec la data, en fait, c'est un vrai puits d'informations. Elle est plus que jamais finalement un accélérateur de connaissances pour la prise de décision, et ça c'est très important. Cerner, comprendre votre client ainsi que ses habitudes de consommation est devenu essentiel. On ne peut plus effectivement travailler encore une fois sur de la masse. La compréhension et la connaissance est devenue essentielle pour pouvoir mieux l'adresser finalement et mieux le servir. Je vous invite dès à présent, si vous le souhaitez, à passer quelques minutes ensemble pour pouvoir échanger finalement si vous avez des questions et les réponses, et on serait ravis effectivement de pouvoir y répondre.
Alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement des éléments dans le chat. Alors, ce changement est-il identique pour le consommateur B2B? Alors, pas forcément identique. Il y a effectivement des changements de comportement, mais pas aussi, en tout cas pas aussi marqués, parce que les entreprises, finalement, on ne va pas s'appuyer forcément sur les mêmes critères. C'est beaucoup plus long également hein, dans les entreprises que dans les particuliers, puisque dans les particuliers, on va vraiment avoir des notions de pouvoir d'achat, des notions finalement d'affinité aussi, hein, de réinvestissement budgétaire. Donc ça peut avoir un impact sur le B2B, mais aujourd'hui on constate davantage en fait sur le B2C. Peut-être que mes collègues de la data science peuvent compléter en tout cas ce que je viens de dire, mais on n'a pas observé en tout cas un phénomène aussi marquant dans le B2B que dans le B2C aujourd'hui. Nous n'avons pas noté des signaux aussi forts sur le B2B. Alors c'est plus difficile à observer, c'est plus long à observer puisque les patterns ne sont pas tout à fait les mêmes. Là on regarde les individus, les patterns des véhicules des entreprises sont plus longs parce que j'ai vu que les 3 questions étaient relatives aux entreprises. Donc le sujet est pas du tout de la même façon. Il n'est pas notifié et on ne le suit pas de la même façon. Donc non, on ne verra pas les mêmes changements. Les changements sont plus longs au niveau des entreprises. Donc voilà, je paraphrase ce que vient de dire Patricia, mais c'est bien le cas. Est-ce que Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Mais je pense que c'est ça, hein, le travail a été fait. Juste pour rebondir sur la question de Valérie, on a des données sur les entreprises, donc on pourra être en capacité de produire des analyses identiques. Mais aujourd'hui, là, on s'est vraiment attaché à regarder l'aspect particulier. Pour répondre à la dernière question hein, qui porte effectivement sur la recherche finalement de services autour du véhicule hein, pour un consommateur, alors on ne dirait pas forcément ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un consommateur finalement va acheter un véhicule. D'abord pour son usage. Avant, effectivement, on était davantage en fait sur la chaîne des véhicules par rapport en fait à ce que peut représenter le véhicule de manière sociétale en fait. Maintenant, les rapports ont un peu changé par rapport à ça. On va plutôt finalement acheter un véhicule selon son usage. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une augmentation effectivement des services dans les véhicules et ça a une augmentation également, un impact en tout cas sur l'augmentation du prix des véhicules. On a également constaté que dans la mesure où il y a énormément de services finalement intégrés dans les véhicules, il y a un certain nombre d'usagers finalement qui ne s'y retrouvent pas parce qu'il y a une complexité finalement qui est arrivée dans les véhicules. Et je ne suis pas certaine finalement aujourd'hui, alors après ça n'engage peut-être que moi, mais que la majorité aujourd'hui des acheteurs automobiles recherchent ce type de complexité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement le rapport change, l'investissement change, on aime se faire plaisir, même si on a un pouvoir d'achat, mais finalement différemment. On va plus investir sur des choses qui nous rapportent que sur des objets finalement qui ont une décote. Et c'est exactement le cas typiquement pour les hédonistes. Voilà, donc là on est vraiment plus sur une tendance de fond qui est liée vraiment sur un usage, c'est pourquoi j'achète un véhicule et pour quel usage finalement. C'est la raison pour laquelle également on a pris le prisme finalement du consommateur et puis le prisme finalement du VN et du VO, justement du marché neuf et du marché d'occasion, puisque le marché est vraiment en train de changer et les consommations sont en train de changer justement. Alors, il y a une question effectivement au niveau du leasing. Pardon, alors je vais y répondre. En fait, le leasing permet finalement, au-delà du prix, hein, finalement du coût du leasing, finalement le passage de la propriété à la non-propriété, on voit bien, hein, c'est qu'on rentre dans un phénomène finalement de surconsommation. Ça a déjà été le cas finalement dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, si on prend les produits bruns,
Si on prend ne serait-ce que les smartphones, où effectivement il y a une notion d'obsolescence également qui rentre en ligne de compte. Donc finalement, ça induit forcément maintenant, ça se traduit forcément par des notions de leasing. Aujourd'hui, on est en capacité, si on prend le hors automobile par exemple, d'acheter des produits bruns ou de la literie finalement en mode locatif. Donc on est exactement dans le même sujet. C'est acheter du neuf, finalement accéder à des produits neufs sans subir l'obsolescence ou sans subir une décote et pour pouvoir changer plus rapidement. Et dans l'automobile, finalement, on constate aussi finalement le même effet. Donc une accessibilité finalement à certains véhicules auxquels on ne pourrait pas forcément finalement accéder, mais aussi un investissement, une réaffectation budgétaire finalement selon nos envies et selon nos souhaits finalement. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Je vais voir si... alors, je vais la lire. Une question d'Éléonore. Y a-t-il toujours des réticences sur les VH électrifiés et quelles sont-elles? Alors, si vous voulez bien, moi, je vais répondre. VH, j'imagine, c'est pour véhicule. Alors, ce qu'on a voulu montrer dans cette présentation, c'est qu'il n'y a pas une vision globale, mais il y a... comme l'a expliqué Faiza, une reprise du pouvoir, entre guillemets, des consommateurs. Donc, d'une façon générale, répondre à cette question, ça n'apportera pas grand-chose. Mais en contrepartie, quand on analyse territoire par territoire ou par type de comportement d'achat du véhicule, on va avoir des résultats différents. Pour des habitants, par exemple, de Paris ou de l'Île-de-France, le comportement par rapport aux véhicules électrifiés va être différent de personnes qui habitent dans des zones plus rurales où les infrastructures électriques, enfin de bornes électriques, sont beaucoup moins développées, moins présentes. Donc, on peut dire que plus le véhicule électrique est présent dans la ville, plus on va avoir on va s'y intéresser, on va se poser la question, est-ce que ça répond à mon usage? Moi qui me déplace à l'intérieur de la ville, qui ne fait pas beaucoup de kilomètres, peut-être que le véhicule électrique sera bien pour moi. Et est-ce que je dois l'acheter ou le prendre en leasing ou faire de l'autopartage? C'est des questions que vont se poser les consommateurs dans les grandes villes, alors que si j'habite dans une zone rurale où le véhicule électrique, pour l'instant, est peu présent, j'en vois peu, il n'y a pas de borne électrique à proximité, je fais 100 ou 200 km par jour, ou alors je suis chauffeur de taxi et je ne peux pas perdre 1 heure à recharger mon véhicule. Voilà, il y a des réticences dans certaines zones et d'autres, et dans des grandes villes, peut-être un peu plus d'appétence. Voilà. Une question de M. Gaborio. Je laisse le soin à Faiza ou Nicolas d'y répondre, ou Marie-Laure d'ailleurs. Alors moi je peux y répondre en termes statistiques, je ne saurais pas dire, mais en tout cas on a constaté une forte augmentation de cette part de VO en 6 ans. Donc si on reste sur cette même base, elle va continuer à augmenter. Après, en termes d'analyse de marché, peut-être que Marie-Laure pourrait apporter plus de contexte. Alors, moi, je ne prononcerai que sur des périodes, disons, court terme, parce que je n'ai pas de boule de cristal pour voir à plus long terme, mais on peut raisonnablement penser que sur cette année, les quelques années qui vont venir, la part du VO va rester forte. C'est même cette année, on va dire, le marché sur lequel il faut se concentrer. Plus que du côté des VN, malheureusement, on n'a pas assez de véhicules en stock pour répondre aux demandes. Donc non, la part du VO va rester forte. Alors, une question de M. Roux. Est-ce qu'on observe des évolutions dans les comportements liés à l'assurance automobile? Quel est le premier coût pour les consommateurs après essence? Alors, nous, ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est qu'effectivement, entre l'assurance et l'automobile,
tout est très lié. Et les déclenchements aussi de l'achat automobile, puisqu'aujourd'hui on est capable aussi de travailler sur les moments de vie, on ne l'a pas évoqué, mais on peut effectivement prédire l'achat automobile en B2B et en B2C d'ailleurs. On constate une très forte corrélation par rapport effectivement au moment de vie finalement des individus ou des foyers. Nous, ce qu'on constate par rapport à ça, c'est vraiment lié, alors pas forcément sur des notions de pouvoir d'achat. C'est plus impactant en fait dans l'automobile ou dans le secteur immobilier d'ailleurs, puisque on est sur des coûts d'accessibilité aux produits qui sont quand même très élevés. En revanche, l'assurance effectivement peut subir aussi le phénomène, certains phénomènes, notamment liés effectivement au changement de véhicule, où quand on a des baisses de pouvoir d'achat, effectivement, naturellement, on va se tourner sur des véhicules d'occasion, mais pas forcément du coup des véhicules d'occasion récents, on va plutôt se tourner vers des véhicules d'occasion anciens et naturellement peut-être rentrer dans une logique de rechallenging finalement de notre assureur. Et effectivement, on constate aussi ce type de changement. Quand on rentre dans une dynamique finalement de changement de véhicule, de manière générale, quand on a des problématiques de pouvoir d'achat, on va naturellement faire un benchmarking finalement de son prestataire d'assurance. Alors, je réponds à la question sur l'augmentation de l'âge des véhicules. Effectivement, nous, chaque année, on observe le parc roulant et effectivement, on constate une augmentation de l'âge moyen des véhicules qui était donc de 11 ans au 31 décembre 2021, l'âge moyen. Alors, il y a une avant-dernière question qui est, vu l'augmentation du prix des véhicules neufs, comment voyez-vous les prévisions du marché pour les années à venir? Alors, je vais répondre comme Marie-Laure, c'est-à-dire que pour le coup, je ne saurais pas prédire. Là, vraiment, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je ne saurais pas répondre. Peut-être que Marie-Laure donnera peut-être des éléments. Moi, aujourd'hui, on a fait des prévisions il y a quelques temps, avant, pré-Covid, on faisait des prévisions des ventes sur les immatriculations à l'année. Là, c'est plus compliqué avec ce qui s'est passé, avec ce qui vient de se passer, avec les bouleversements auxquels on fait face. C'est relativement compliqué. Marie-Laure, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, comme tu viens de le dire, bien heureux l'Institut qui réussit à faire des visions tant les événements, les chocs extérieurs modifient les algorithmes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'augmentation du prix des véhicules sur les prévisions du marché? Si on peut mettre des hypothèses, si l'inflation continue à grimper et donc on a toujours le sentiment d'être de plus en plus pauvre, effectivement l'augmentation du prix des voitures va être un problème pour le marché du neuf. Et les consommateurs vont rechercher des solutions alternatives. On a vu qu'ils se sont reportés sur les véhicules d'occasion parce qu'on sait qu'il y a une forte décote dès la première année, mais ça peut être, surtout dans les grandes agglomérations, ça peut être des solutions soit d'abonnement souscription, comme il y a des marques qui ont commencé à lancer ce genre de solutions, soit recours à de l'autopartage, c'est-à-dire on va vers l'usage, donc payer sa consommation de l'usage et pas posséder le véhicule. Si vous souhaitez nous contacter aussi directement ou avoir un échange visuel ou téléphonique en aparté au-delà effectivement de cet événement, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition pour peut-être aborder ou approfondir certains points. Donc on va vous adresser effectivement le replay et l'ensemble de la présentation. Monsieur Diarra, le véhicule est toujours le deuxième poste de dépense des Français. Faïza.
C'est effectivement ce que j'ai évoqué, que le véhicule est toujours le deuxième poste de dépense des Français. C'est quelque chose que je pense effectivement, puisqu'on a l'immobilier de toute façon, et compte tenu des prix aujourd'hui des différents véhicules et du patrimoine de véhicules, ça reste un poste important au sein d'un foyer. Une dernière question peut-être avant de vous libérer. Il va être bientôt 10 heures, donc n'hésitez pas. On va vous adresser les éléments, nos coordonnées. Et en tout cas, on vous remercie vivement pour avoir participé à cet événement. On a eu vraiment plaisir à pouvoir échanger avec vous et merci également pour l'ensemble de vos questions. Je vous remercie aussi et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.